tous. Bonjour à toutes. Il y a de cela quelques années encore au Bénin, vous pouvez importer des liqueurs au port autonome de Cotonou et déclarer des balles de friperie. Vous pouvez vous entendre avec un agent des douanes et priver le trésor public de ce qui lui revient de droit, ou encore déclarer un véhicule en transit, le sortir du port autonome de Cotonou et le maintenir sur le territoire national. Mais depuis 2016, il y a une révolution. PVI Nouvelle Génération, sous la coupole de Bénin Contrôle SA, filiale de société de financement et de participation, rapidité du trafic et des opérations d'enlèvement de marchandises, suivi électronique et tracking sont quelques résultats, toutes choses qui permettent aujourd'hui de lutter contre la fraude douanière et d'améliorer les capacités de mobilisation des recettes avec, in fine, un transfert de compétences à la douane béninoise. Des prouesses à l'actif de Bénin Contrôle. Plusieurs choses se disent sur cette société, mais nous, hommes des médias, avons le devoir d'aller à la source. Parlons de la source, qui mieux que celui qui dirige la société, et c'est lui que nous recevons aujourd'hui, Gwendal Euzin, directeur général de Bénin Contrôle SA. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, encore une fois, bienvenue à tous, bienvenue monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Nous sommes au Club de l'Économiste, une plateforme d'échange et de communication. Ma première question pour vous, c'est que peut-on savoir de Bénin Contrôle SA, ses missions et son fonctionnement? Très bien. Déjà, bonjour à vous, chers amis de la presse écrite, de la presse internet, de la radio et de la télévision. Merci. Et bonjour à vos lecteurs, spectateurs et visiteurs sur vos pages internet. Merci. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. La mission de Bénin Contrôle, elle se décline en 4 points. Allons-y. Notre mission, elle est de lutter contre la fraude douanière et l'insécurité. Elle est également de moderniser l'administration de la douane et de transférer des compétences. Elle est de sécuriser les recettes douanières, les recettes de l'État. Et enfin, et c'est l'un des points peut-être les plus importants, elle est de faciliter les procédures d'enlèvement. Donc notre mission est également d'accélérer le processus d'enlèvement et de fluidifier toutes les opérations en douane. Si on doit parler de son fonctionnement, comment ça se passe? Alors, pour atteindre pour réussir nos missions et atteindre nos objectifs, nous avons mis en place plusieurs services. Okay, nous avons mis en place un service d'évaluation et de classification des marchandises. Okay, ce service vise avant tout à mettre tous les importateurs sur un même pied d'égalité. Okay, vous parliez tout à l'heure dans votre introduction de la possibilité d'importer des marchandises, d'importer de l'alcool et d'en déclarer de la friperie. Okay. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. D'accord ? Nous assistons la douane en mettant en place ce qu'on appelle la valeur transactionnelle. La valeur transactionnelle, c'est la valeur, le prix payé ou à payer, qui est reconnu par l'Organisation mondiale des douanes, auquel quasiment tous les pays de la planète ont adhéré. D'accord ? Et nous classifions les marchandises selon les codes de la CEDEAO. Il faut savoir que le niveau de taxation des marchandises est exactement le même dans toute la communauté économique. Nous avons également mis en place des services de scanning des containers, un service de ciblage, j'aurai l'occasion d'en parler plus tard, un service de suivi électronique des marchandises en transit. Vous parliez tout à l'heure de la possibilité de mettre une voiture en transit et de ne pas payer de droits de douane et puis finalement de la rouler tranquillement. Notre mission est de ne plus permettre ce genre de déversement frauduleux en suivant les véhicules jusqu'à la frontière de destination. Nous avons également un système de certification des poids des marchandises débarquées en vrac au port de Cotonou. Donc le but est de garantir que toutes les quantités débarquées sont bien déclarées. Et nous avons également un service de... nous avons mis en place un logiciel de gestion automatisée des MAD, MAE et TAC. C'est un terme un petit peu technique, mais les marchandises qui sont en entrepôt aujourd'hui sont suivies aussi par un logiciel qui permet de gérer la comptabilité matière et donc d'éviter que des marchandises ne disparaissent. Alors les avantages sont multiples et sont à différents niveaux. Okay.
Le premier avantage, je dirais, il est pour les usagers, pour tous ceux qui importent et qui commercent. D'accord ? Si je prends l'exemple du scanner, par le passé, au port, lorsqu'un agent des douanes voulait s'assurer de la marchandise que vous disiez contenir dans le conteneur, il n'avait qu'une solution, c'est de l'ouvrir. C'est de l'ouvrir, et lorsqu'on ouvre un conteneur, comprenez bien qu'il faut ensuite tout décharger et tout déballer pour pouvoir tout compter. D'accord ? Ça prend du temps. Ça coûte énormément puisqu'il faut une machine pour déposer le conteneur, il faut des bras et des hommes pour le vider. Il y a aussi des risques de détérioration de la marchandise, des risques de casse, des risques de vol. C'était extrêmement coûteux, extrêmement contraignant. Et le comble, c'est que par le passé, j'ai connu le port ici il y a une dizaine d'années, je peux vous dire que vous pouviez vous faire inspecter sur le terminal par l'administration des douanes. Une fois que vous aviez rempoté, vous pouvez vous faire inspecter un peu plus loin par la police, puis encore un peu plus loin par les eaux et forêts. Et en sortant du port, on pouvait encore vous réinspecter. Quel casse-tête. Et tous ces coûts additionnels, vous les ressentez indirectement en tant que consommateur, mais rien n'est reversé au trésor. D'accord ? C'est vraiment problématique. Aujourd'hui, avec le scanner, nous avons d'abord mis en place un système de ciblage. Le système de ciblage est un système basé sur une analyse de risque. D'accord ? On va prendre plusieurs informations qu'on va croiser. Le type de marchandise, l'origine, qui est l'importateur, qui est le transitaire, puisqu'on a un historique du comportement de chacun. Et vous convenez avec moi que certains profils sont plus suspects que d'autres. Nous sommes douaniers. Notre but n'est pas d'aller inspecter tout le monde, mais de cibler. Donc nous avons mis en place un système. Derrière, nous avons réussi à travailler tous ensemble, douane, police, eaux et forêts, Bénin Contrôle. Et ça, c'est très important. Et nous ciblons tous au même endroit. Il n'y a plus qu'une seule inspection. Et cette inspection, lorsque un de nous souhaite savoir ce qu'il y a dans le conteneur, alors on l'oriente au scanner. Et nous publions les statistiques tous les mois, mais nous demandons également à nos usagers, les terminaux à conteneurs, de publier nos statistiques. Et que disent-ils ? Que lorsque vous passez au scanner, vous avez une image quasiment en temps réel du contenu. Si vous aviez déclaré fripe et que vous aviez mis de l'alcool, on va le voir tout de suite. Et là, on va prendre votre conteneur et le mettre en circuit de contrôle. Mais si on voit qu'effectivement c'est de la fripe, alors on vous libère. Aujourd'hui, le temps moyen d'un conteneur sur le scanner de l'entrée à la sortie est de 14 minutes s'il n'a rien à se reprocher. Croyez-moi, 14 minutes de temps de contrôle pour garantir à l'État la sécurisation de ses recettes et au consommateur ou au client qu'il va pouvoir récupérer sa marchandise, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Donc ça, c'est un des avantages. Le suivi électronique des marchandises apporte des avantages assez similaires en termes de gain de temps. Par le passé, lorsque nos frères et amis du Niger, du Burkina, du Mali, du Tchad, nos amis de l'Interland, utilisaient le port de Cotonou et qu'ils souhaitaient faire venir leurs marchandises, il fallait consolider ce qu'on appelle une escorte. Il faut comprendre qu'une marchandise qui traverse le Bénin ne paye pas de droits et taxes. D'accord ? Et c'est normal, puisqu'elle n'est pas destinée au Bénin. Mais si vous, importateur béninois peu scrupuleux, vous dites que la marchandise est en transit, qu'elle va au Niger, et qu'arrivé au niveau de Calavi, vous déchargez votre conteneur, ça pose d'énormes problèmes. Le premier problème que ça pose, c'est les recettes de l'État. Le deuxième problème que ça pose, c'est vos concurrents, qui n'ont pas les mêmes pratiques. Vous organisez une concurrence déloyale. Et un marché économique ne peut pas fonctionner sur la concurrence déloyale, c'est impossible. Il faut des règles. Et le système de géolocalisation en temps réel est très simple. C'est que dès que vous êtes prêt à partir, nous vous mettons une balise. Comprenez bien qu'il y a quelques années encore, il fallait consolider une escorte avec plusieurs camions. La douane ne pouvait pas mettre un agent dans chaque camion. S'il y a à peu près 10 000 camions par mois en transit sur le Bénin, la douane ne peut pas mettre 10 000 agents dans chaque camion. Vous voyez bien. Du coup, elle consolidait des escortes.
elle demandait à une quinzaine de camions de se regrouper avant de mettre un agent. Mais c'est long, logistiquement parlant, c'est une aberration, puisqu'on bloque des gens. Et comprenez bien derrière que lorsque l'escorte partait, il y a toujours un souci. Il y a toujours un camion qui tombe en panne, il y a toujours un chauffeur qui a besoin de s'arrêter à un endroit, etc., etc. C'est extrêmement contraignant, pénible, et c'était très peu sécurisé. Les déversements étaient quand même assez probables. Aujourd'hui, avec le système de géolocalisation en temps réel, dès que vous, déclarant, vous dites ce conteneur part au Niger, vous saisissez votre déclaration de système douanier, dans les 5 minutes, nous avons une balise GPS qui est prête à vous suivre. Donc, nous venons auprès de votre camion et de votre marchandise, nous vérifions les données, nous collons un GPS et nous vous disons bonne route. Le camion prend la route immédiatement. Cette balise GPS va nous reporter en temps réel le comportement de la marchandise sur le corridor. C'est-à-dire qu'un camion qui souhaite s'arrêter pour faire un déversement, la balise va nous reporter l'arrêt. Okay, vous êtes traqué, c'est un système de GPS. Donc dès que vous arrêtez, il y a une alerte, une alarme. Si vous enlevez le GPS, il y a également une alarme. Si vous décidez de prendre une autre route, vous avez une alarme. C'est-à-dire que pour aller à Malanville, vous allez passer très certainement par Dassa. Si vous prenez la route pour aller vers Comé, nous aurons une alerte. Et donc, avec la douane, nous avons défini des zones dans lesquelles les chauffeurs pouvaient s'arrêter, des corridors, et toutes ces alertes que nous recevons sont suivies en temps réel, 24 heures sur 24, par une cellule composée d'agents de Bénin Contrôle et d'agents de la douane. Et en temps réel, nous recevons les alertes. D'ailleurs, j'invite mes amis de la presse à venir visiter cette salle de contrôle. Nous avons des agents avec des écrans qui suivent en temps réel, qui reçoivent les alertes et qui appellent l'usager et également le service d'intervention rapide de la douane de la zone. Nous avons des agents des douanes sur tout le corridor, ils interviennent en cas de demande. Voici les avantages aujourd'hui que nous proposons aux usagers. Et l'autre aspect de sa question, c'était les avantages au niveau des frontières. Alors, au niveau des frontières terrestres, oui, c'est un peu la même chose. Vous savez, on y reviendra, mais il y a une chose qu'il faut absolument que les gens comprennent. C'est que aucun pays n'a réussi à se développer uniquement grâce aux autres. Et je pense que vous le savez très bien. Aucun pays ne peut se développer uniquement en comptant sur les autres. Et le Bénin l'a compris. Et c'est aussi le but des réformes. Le Bénin doit mobiliser ses propres ressources. Le pays a un projet de développement qui nécessite des infrastructures, qui nécessite de l'énergie, qui nécessite de la salubrité, qui nécessite de l'éducation, qui nécessite de la santé. Ça a un coût. On ne peut pas compter sur les autres pour venir financer tout cela si nous-mêmes ne sécurisons pas nos propres recettes. Les frontières terrestres, nous appartenons à un espace économique, certes, mais de nombreux usagers en ont profité. En ont profité pour passer des marchandises en douce. Le problème, c'est que si nous ne mobilisons pas nos recettes, nous n'assumons pas notre développement. Et ça, c'est très très important. Donc aujourd'hui, nous avons aussi des systèmes pour recettes terrestres. Nous avons un scanner à Ilakonji. Nous avons des inspecteurs un peu partout. Nous sommes, et la carte ici montre nos points de présence, nous sommes 550 répartis sur l'ensemble du territoire et nous sommes aux côtés de la douane. Nous sommes un assistant technique de la douane. La douane a une mission et nous les assistons. Et donc, par rapport à cela, nous allons encourager tous les opérateurs qui respectent les règles du jeu. Nous participons à la création des PCJ, les postes à contrôle juxtaposé, où tous les contrôles des pays voisins et du Bénin se retrouvent dans un même endroit. Et ça, nous sommes acteurs de ces développements. Mais nous luttons contre tout ce qui est contrebande, tout ce qui est tous ces passages
frauduleux dans le but de ne pas participer à l'effort collectif de collection des droits et taxes. Tout le monde le sait, nous avons traversé au Bénin une période assez avec beaucoup de turbulences. Nous sortons d'une période où notre voisin, le Nigeria, a fermé unilatéralement ses frontières. Et couplé à ça, nous avons traversé la crise du Covid. Et nous sommes encore en train de traverser cette crise Covid. Okay. On peut aussi ajouter comme facteur exogène assez négatif, et on en parle très peu, le cours du Naira, qui est extrêmement faible. Et ça, c'est assez intéressant, je pense qu'on pourra en parler plus tard, d'analyser aussi la politique monétaire, parce qu'une monnaie faible aide à la consommation locale et à l'exportation, mais ralentit fortement l'importation. Vous voyez ? Donc, ce Naira faible n'est peut-être pas qu'une heureuse coïncidence pour le Nigeria. Dans tous les cas, nous avons traversé une période extrêmement difficile au Bénin, et j'échange avec beaucoup d'opérateurs économiques. Ce qui est assez incroyable, c'est que nous l'avons traversé de manière, je dirais, extrêmement positive et extrêmement rassurante. Comprenez bien que, bien entendu, on a tous été impactés dans nos activités, d'accord ? Mais la première chose, c'est de voir qu'est-ce qui a marché. Et énormément de choses ont marché. Je pense que les réformes en cours ont permis au Bénin de ne pas chuter. Okay ? On voit beaucoup de pays aujourd'hui qui sont par terre. En Afrique, mais également ailleurs. Je parlais tout à l'heure avec le DG de l'économiste du Brésil, l'économie est à terre. L'Australie, l'économie est à terre. Au nord, la France, le taux d'endettement par rapport au PIB a explosé tous les records. Au Bénin, on a une économie saine et forte. Et ça, je pense que c'est dû aux réformes. Nous sommes diversifiés. Tous les grands projets que nous voyons d'infrastructures, les routes, tout ce qui est salubrité, les hôpitaux, tous ces grands projets, je pense, ont permis de driver et de maintenir la croissance. Okay ? Et donc, mon constat, il est que nous avons traversé cette période, honnêtement, beaucoup moins mal que beaucoup d'autres. Et ça c'est à mettre à l'actif, je pense, du gouvernement et des réformes courageuses qui ont été engagées. Quant à Bénin Contrôle, je dirais que nous, l'essentiel est de dématérialiser nos procédures. Okay ? Et en même temps que nous dématérialisons, donc nous limitons l'interaction entre les hommes et les humains. D'accord ? Et de ce fait, la crise Covid nous a très peu impacté. Okay ? Le but de nos réformes étant de limiter les échanges, le Covid nous a restreint à interagir entre nous. Donc, aujourd'hui, nous avons plutôt pu continuer à délivrer des services dans les mêmes temps, avec les mêmes indicateurs de performance, avec les mêmes résultats. Et j'ajouterai que puisque nous sommes engagés dans une démarche de certification qualité, nous avons également des procédures qui anticipent déjà des backups. Donc nous savons que si tel outil ne fonctionne pas, nous savons comment continuer à opérer, continuer à délivrer les services. Donc très sincèrement, la période est dure, mais je crois qu'il faut regarder ailleurs et se comparer aux autres pour voir que vraiment le Bénin a, je crois, trouvé la bonne voie pour être beaucoup moins dépendant de ces causes exogènes et de leur impact. Est-ce que le bilan est positif parce que vous n'avez pas, dans votre politique, tenu compte des... parce que lorsqu'il y a fermeture de frontières, lorsqu'il y a le coronavirus et tout, la situation sociale n'est aussi pas pareille. Est-ce que votre bilan est positif parce que vous n'avez pas tenu compte des circonstances? Donc, il n'y a pas eu baisse des coûts de prestations de Bénin Contrôle et ça. Ok. La première des choses, personne ne peut se réjouir de la fermeture unilatérale d'une frontière dans un espace économique commun. Ouais. Je veux dire, ça ne peut pas être positif. D'accord ? L'autre aspect, personne ne peut se réjouir ou dire nous traversons une crise sanitaire, c'est positif. Non, 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 non.
La situation que nous avons traversée, elle est extrêmement compliquée et elle a un impact social très important. Ce que je veux dire, c'est que, imaginez ces mêmes crises 5 ou 10 ans plus tôt, quelle aurait été la situation du Bénin aujourd'hui? Quand je vous invitais à nous comparer avec des pays d'Amérique, comme le Brésil, des pays d'Océanie comme l'Australie ou même l'Europe, regardez les taux d'endettement. Au Bénin, on a une économie hyper robuste, on a un taux d'endettement qui est complètement maîtrisé, on est en train de gagner la confiance des investisseurs, des bailleurs, et socialement, croyez-moi, il y a... Vous voyez la situation dans les autres pays, je trouve que la crise n'est pas quelque chose dont on peut se réjouir. Okay, mais il faut essayer de voir ce qui a marché. Et il y a des choses qui ont marché. Vraiment. Gilles Nimadi de la presse du jour pour ces questions. Ok, je vous remercie. Écoutez, je pense que cette réflexion est le fruit d'une mauvaise analyse économique. D'accord. C'est une erreur de penser ça pour de nombreuses raisons. La première raison, déjà, je pense qu'il faut comprendre que un marché qui n'est pas régulé, avec des déséquilibres criards, okay, va forcément tirer les prix vers le haut. Et je vous explique. Si vous arrivez à frauder, mais pas moi, alors je vais payer le prix fort. Vous allez calquer vos prix sur mon prix fort. Vous allez augmenter vos marges. Et le client final n'en bénéficiera pas. Un marché où la concurrence est libre et saine, le marché se régule, et si nous deux, nous avons les mêmes conditions à l'entrée, alors on va se battre sur nos marges pour gagner des clients. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, et je l'évoquais tout à l'heure, c'est que on ne peut pas, le peuple, le pays, ne peut pas gagner dans un système corrompu et frauduleux. C'est une hérésie de penser ça. La corruption et la fraude ne bénéficient pas à tous. Elles ne bénéficient qu'à certains au détriment des autres. Ça, il faut bien le comprendre. Je prends un exemple. Il y a des produits en Europe qui coûtent moins cher qu'au Bénin. Ce sont les mêmes produits fabriqués en Chine. Je pense qu'il faut analyser, c'est-à-dire qu'il y a énormément de coûts additionnels qu'il faut supprimer. Mais pas les droits et taxes qui reviennent à l'État. Nous avons les mêmes droits et taxes dans toute la CEDEAO. Il faut que notre État puisse financer tous ces projets, les constructions d'écoles, les constructions d'hôpitaux, les repas gratuits pour chaque élève par jour, les routes, les infrastructures, tous les systèmes dématérialisés en ligne. Okay, aujourd'hui, tous ces systèmes offrent un gain de temps et des économies aux usagers. Il n'y a plus à aller chercher à donner des billets à droite à gauche, ce qui augmentait in fine le coût. D'accord? Et puis, je pense qu'il faut aussi qu'on s'entende, mais produit de première nécessité. Déjà, on a une production locale. D'accord? Si on parle d'igname, de manioc, si on parle d'huile, si on parle de tomates, d'oignons, de salade, c'est produit localement. D'accord? Ça ne passe pas au cordon douanier. Il y a d'autres marchandises, allez-vous me dire. Mais il y a l'État est bien conscient de la réalité économique du pays et a fixé des barèmes pour certaines marchandises. Les pâtes alimentaires, le tissu, les wax, etc. Ce sont des valeurs barémées. Ce qui importe, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et ça, c'est le principal. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas accuser l'État de rendre la vie chère juste parce qu'elle perçoit correctement les droits et taxes. Et le but visé est au contraire de mettre en place un marché compétitif pour tirer les prix à la baisse. Quel est le barème de calcul des frais à payer à la douane et à Bénin Cotonou? À l'importation, vous dites? Oui. D'accord. Alors, je pense que là-dessus aussi,
peut-être je vais me permettre une petite parenthèse. Vous qui êtes journaliste ou des médias, okay, vous devez vous rendre compte que beaucoup de gens s'informent sur WhatsApp. Oui. WhatsApp n'est pas une source d'information. WhatsApp n'est pas fiable. Okay? Ce que vous lisez à droite à gauche, n'y prêtez pas attention, ce sont ce qu'on appelle des fake news. D'accord? Je dis ça pourquoi? Parce que Bénin Control ne touche rien sur vos importations. J'ai lu des choses aberrantes comme quoi Bénin Control gagnait 75 à 80% des recettes douanières. Mais à un moment donné, je veux dire, j'en souris tellement c'est naïf. Mais que des gens puissent penser ça dénote d'un certain problème. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, quand vous importez, vous avez des droits étages qui sont fixés par la CEDEAO. Et c'est un tarif extérieur commun que le Bénin applique, au même titre que tous ces pays voisins. Et vous allez très généralement trouver 18% de TVA. Okay. Je rappelle que la TVA que vous payez et que vous collectez, au final, quand vous êtes un opérateur économique, c'est un jeu à somme nulle. Et vous allez payer des droits de douane. Et ces droits de douane, dans tout l'espace, sont construits un peu de la même manière, qui, très simplement, vise à dire une matière première va être taxée moins fortement qu'un produit fini. L'objectif derrière est d'encourager les gens à importer de la matière première pour produire localement. Puisque la création de richesse, la création de valeur, elle vient de la production. D'accord ? Donc, généralement, et bien souvent, une matière première va être taxée autour de 5%, un produit semi-fini autour de 10%, un produit fini autour de 20%, et certains produits, pour des raisons sanitaires ou autres, peuvent faire l'objet de droits d'assises, et comme les cigarettes ou le tabac, qui vont être un peu plus taxés. Donc, quand vous payez au cordon douanier, voilà ce que vous payez à la douane. Et vous allez payer au niveau du guichet unique d'autres prestations, le port, le terminal, etc. Vous ne payez rien, l'importateur ou son déclarant ne paye rien à Bénin Control sur une marchandise mise à la consommation. Et ça, c'est important. Nous n'avons pas de caisse, nous n'avons aucun agent de Bénin Control n'est autorisé ou amené à collecter de l'argent. Voilà qui est clair. Wesso est donc de Nord Bénin. Merci. Dites-nous, monsieur le rédacteur, comment se passe la collaboration entre Bénin Control et la douane béninoise? Il paraît que ce n'est pas la lune de miel. Ah bon? Ah ouais. Ah, dis donc, je veux bien connaître vos sources. Alors là aussi, je suis désolé de vous décevoir ou de décevoir vos sources, mais c'est faux. La douane et Bénin Control sont main dans la main. La collaboration, elle est franche. La collaboration, elle est bonne. Je ne sais pas comment je peux vous le prouver, mais à titre personnel, déjà, je passe énormément de temps avec le directeur général des douanes, ou les directeurs départementaux, ou les différents directeurs, les receveurs, les CV. On travaille sur de nombreux sujets, on avance. On avance, vous voyez bien que les réformes avancent. L'autre chose, c'est que tous mes collègues, j'ai énormément de collègues sur le terrain qui travaillent dans les mêmes bureaux, dans les mêmes lieux que la douane, main dans la main, ensemble. J'ai également au sein de mes propres bureaux des agents des douanes en permanence. Sur le site Scanner, j'ai des agents à l'analyse d'images qui partagent le même bureau que des collègues douaniers. J'ai au niveau des bureaux d'évaluation et de classification des agents de Bénin Control et des agents de la douane dans le même bureau au quotidien. J'ai en salle de contrôle tracking dont je vous parlais des agents de la douane présents 24 heures sur 24. On vit ensemble. Okay ? Il y a même des couples qui se forment. Voyez-vous. Je veux dire que là-dessus, la collaboration, elle est... Vous savez, nous sommes un bras technique de la douane. Nous sommes là pour les aider. Et je pense qu'ils apprécient sincèrement notre coup de main. C'est en tout cas le discours que me tient le DG Douane et que je peux mesurer au quotidien. La relation est bonne. Maintenant, peut-être que dans vos sources,
quelqu'un avait des mauvaises pratiques. Ah oui, là, en l'occurrence, quelqu'un qui a des mauvaises pratiques ne peut pas se réjouir des réformes qui sont en cours. Ça, c'est une évidence. Hubert Dossou de l'Économiste. Merci, monsieur. En termes de recettes, qu'est-ce que Bénin Contrôle apporte à l'économie béninoise? Quels sont les avantages et les opportunités de ce système de contrôle? Ok. En termes de... Si vous voulez qu'on parle en termes de chiffres pour l'État, en 2017, donc à la clôture des chiffres de 2016, les recettes douanières étaient de l'ordre de 300 milliards sur l'année. À fin septembre 2021, nous avons déjà dépassé les 300 milliards. Nous allons atterrir vraisemblablement entre 420 et 430 milliards. Donc, de 300 milliards il y a 5 ans à 430 milliards aujourd'hui, il y a une hausse d'environ 130 milliards, ça fait, allez, à peu près 35%. 130 milliards. 130 milliards de francs CFA, c'est énorme. C'est énorme. Sachant, en plus, et vous en parliez tout à l'heure, que nous sommes en pleine crise Covid, que nous avons subi la fermeture unilatérale de la frontière nigériane, que nous avons un ERA faible, que nous avons... Il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui viennent nous porter préjudice, et pourtant les recettes ont augmenté considérablement. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de ce niveau de mobilisation. Et ce niveau de mobilisation a des impacts indirects. Quand les bailleurs de fonds internationaux voient que le Bénin fait des efforts pour mobiliser ses propres recettes, je vous en parlais tout à l'heure, le Bénin doit commencer par penser pour lui-même avant de faire appel aux autres. Mais quand les autres voient ça, ça les rassure. Quand le ministre des Finances fait une sortie internationale pour aller chercher des fonds, il va avec sa présentation du Bénin et de ce qu'il met en œuvre. Et aujourd'hui, le Bénin a une forte crédibilité grâce à ceci. Donc quand les résultats de la douane augmentent, quand la Banque mondiale, le FMI, les bailleurs voient ces résultats, les agences de notation, elles sont sensibles à ce genre de choses. Elles ont confiance. Et c'est la même chose, vous, avec votre banquier. Hein. Quand vous allez à la banque, il n'est pas toujours évident de vous faire prêter des sous. La seule chance que vous ayez de vous faire prêter de l'argent à la banque, c'est que votre banquier ait confiance en vous. C'est exactement la même chose au niveau national. Donc aujourd'hui, je crois qu'on peut se réjouir de cela. Néanmoins, j'insiste aussi sur un point, les réformes nous ont permis à la douane en tout cas, de sécuriser un grand nombre de recettes. D'accord ? Mais nous devons continuer à travailler. Ce que nous faisons n'est pas une panacée. Nous devons continuer à travailler pour voir aussi qu'est-ce qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à percevoir et qui devrait être versé. Donc nous sommes toujours animés par une envie de performance, une envie de réussite pour le bien commun. Quels sont vos partenaires nationaux et étrangers dans l'atteinte des objectifs du port autonome de Cotonou, au niveau aussi des frontières? Hormis la presse, bien entendu. Ah oui. Nous avons des partenaires, nous sommes partenaires d'énormément d'acteurs. Énormément d'acteurs. Nous avons des partenaires à l'étranger, nous sommes partenaires de Webfontaine et du GUS, avec qui nous interagissons, mais aussi qui nous assistent techniquement dans l'évaluation, la classification ou le transit. Nous sommes partenaires de Ségub, avec qui nous interfaçons. Nous sommes partenaires du port autonome de Cotonou. Nous avons un comité de compétitivité et nous réfléchissons ensemble comment adopter une stratégie collective. Okay, nous avons mis en place des mécanismes qui, par exemple, très récemment, avec le port et avec ce comité stratégique, ont permis de réorienter, devrais-je dire, des navires qui allaient au Togo pour livrer de la matière première au Burkina. Nous avons réussi à ramener ces navires au port de Cotonou. D'accord ? Ça, c'est une fierté. Parce que nous avons, avec le port, décidé de travailler collectivement. Et c'est quand je dis le port, bien sûr le port autonome de Cotonou, mais tous les acteurs de la plateforme. Okay, je pense à la FEBECAD,
les commissionnaires agréés en douane, je pense à la Chambre de commerce, je pense aux transporteurs, je pense aux partenaires de l'Interland, le FNUT, la CCI Burkina, etc. Nous sommes vraiment en interaction complète et nous avons compris quelque chose qui est très très important, que nous savions depuis longtemps, mais que nous ne mettions pas en place au Bénin. C'est que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel. Et ça, Madame Pisse, je vous jure que ça fait la différence. Et aujourd'hui, la plupart des acteurs sont prêts à faire des concessions pour les autres. C'est ce qui a fait qu'on a pu ramener ces navires de marchandises destinés au Burkina à emprunter le port de Cotonou. La FEBECAD, les commissionnaires agréés en douane, nous travaillons beaucoup avec eux. C'est un univers où, malheureusement, naviguent des acteurs formels qui veulent bien faire et aussi des acteurs informels qui sont prêts à tout. C'est un univers difficile et nous essayons de travailler main dans la main. Nous écoutons un peu leurs doléances. Ils écoutent aussi quelles sont nos attentes et nous essayons de trouver des consensus. J'ai beaucoup de partenaires, je ne voudrais pas les oublier, la Chambre de commerce, tous les importateurs, les transporteurs, etc. J'espère que je n'oublie personne, mais en tout cas, je suis vraiment ravi des échanges qui existent. La douane, bien entendu. J'oublie quand même mes deux principaux partenaires, et je m'en voudrais de ne pas les citer. Le ministère de l'économie et des finances, qui nous appuie grandement, qui nous écoute beaucoup et qui est surtout extrêmement, je dirais, réactif. Réactif et avec une vision qui est claire. Et qu'il est vraiment agréable d'adhérer, si vous voulez. Et le ministère des Infrastructures et des Transports, avec qui nous entretenons aussi d'excellentes relations, et qui est très attentif à nos besoins et à nos attentes, et qui nous aide beaucoup. Au finish, l'environnement politique est très favorable. Oui, ben nous sommes là pour mener des réformes qui ont été désirées par l'administration. Donc effectivement, l'administration soutient ces réformes et nous sommes en droit de ligne. Okay, et aujourd'hui, c'est plaisant de commencer à avoir quelques résultats, mais ça donne envie d'aller plus loin. Okay, ça donne envie de faire mieux. Nous sommes Bénin Control. Nous avons comme valeur l'intégrité, l'indépendance et l'innovation. Okay, mais au quotidien, ce sont vraiment la performance et l'innovation qui nous drive. La performance, nous avons des indicateurs de performance. C'est un mot un peu barbare, mais que les sociétés maîtrisent très bien, des KPI, des indicateurs de performance. C'est des indicateurs qui permettent de mesurer la performance de chacun, de chaque service et d'un système global. Okay, en combien de temps je vais traiter votre dossier, combien de dossiers par jour je peux traiter. Le but, c'est d'aller très vite et bien, sans erreur. Quel est le nombre d'erreurs, etc. Comment peut-on le réduire? À côté de ça, pour atteindre cette performance, nous avons une politique ambitieuse de talent. Aujourd'hui, nous recrutons les meilleurs. D'accord? Pour rentrer à Bénin Control, il faut subir une batterie de tests assez incroyable. Okay, et seuls les meilleurs nous accompagnent. Et nous avons en interne des systèmes de formation pour rendre les gens encore meilleurs. On est vraiment orienté vers la performance. Et l'autre aspect est l'innovation. Aujourd'hui, dans un système dématérialisé, il faut absolument que l'on s'équipe des meilleures technologies. Okay, donc nous avons une approche très veille sur tout ce qui se passe ailleurs pour faire venir les meilleurs outils qui pourraient être installés dans notre environnement. Et ça aussi, c'est important. Mais du coup, nous sommes allés cette année voir ce qui se passait au Cameroun ou au Ghana qui a d'excellents résultats, mais nous sommes également allés à l'étranger, nous regardons ce qui se passe en Asie, nous regardons ce qui se passe aux USA, où nous avons commandé récemment de l'équipement. La semaine prochaine, nous irons à un salon Millipol à Paris. Nous sommes réellement en veille pour offrir le meilleur service à l'administration et aux usagers. Vous aviez commencé à en parler déjà, mais on sera beaucoup plus précis, le contexte étant ce qu'il est. Quels sont les effets de la pandémie du coronavirus sur vos activités et quelles ont été, de façon très précise, les solutions apportées? Ok, alors c'est assez paradoxal. Puis je vous promets que c'est une question à laquelle
je n'ai pas encore l'exacte réponse. J'ai la certitude d'avoir été impacté très fortement par la fermeture des frontières nigériennes. Et j'ai la certitude que le Bénin aussi. Mais la crise Covid, aujourd'hui, très sincèrement, je ne peux pas vous dire si elle a eu un impact très fort. C'est assez particulier parce que dans notre vie au quotidien, elle nous marque. Aujourd'hui, on porte des masques au quotidien. C'est uniquement d'ailleurs pour cet entretien que vous m'avez autorisé à l'enlever, mais on se vaccine, on fait attention, on a du gel hydroalcoolique partout. Au quotidien, cette crise a bouleversé notre vie, mais en termes d'impact dans notre organisation, il est très faible. Nos services sont totalement dématérialisés. Si vous voulez une évaluation, une classification, ce qu'on appelle l'AVD, vous la faites en ligne dans le GUS depuis votre PC. Si vous voulez enlever un conteneur et passer au scanner, vous faites la demande en ligne par mail. Si vous voulez faire une demande de tracking, c'est la même chose. Et nous vous répondons par mail et par SMS. Donc aujourd'hui, on avait déjà un petit peu un système qui permettait, en tout cas, de traverser assez aisément ce genre de situation. Au-delà de ça, effectivement, nous avons eu des gens qui ont contracté la maladie. Il a fallu organiser un peu de télétravail, de la distanciation dans les bureaux, donc nous avons mis au lieu de travailler de 8h à 18h, nous avons mis des bordées pour éviter un maximum d'interaction au bureau. Ça a été une organisation. Et nous avons aussi, et là je tiens à saluer tous mes collègues de Bénin Control qui ont joué le jeu, nous avons organisé des campagnes de vaccination absolument gratuites et volontaires. Et je dirais que la maturité d'un grand nombre de mes agents a permis à ce que nous ayons une campagne qui a permis de vacciner un très grand nombre. Et ça, en tant que directeur général, vous savez, la responsabilité, elle est individuelle, hein, mais en même temps, nous avons une responsabilité collective vis-à-vis des autres. Donc voilà, donc je dirais que cette crise Covid, elle est fort ennuyeuse d'un point de vue social, au quotidien, mais en termes d'impact sur notre organisation, je dirais qu'on l'a traversé sans... Ça n'a pas ralenti le trafic non plus. Le trafic, non. Alors, il y a un impact aujourd'hui quand même qui est non négligeable sur l'économie mondiale, c'est les coûts du fret. Les coûts du fret, aujourd'hui, c'est extrêmement problématique. Il y a de cela 2 ans, pour faire venir un container d'Asie, cela coûtait à peu près 2500, entre 2000 et 3000 $. Okay. Aujourd'hui, les prix ont grimpé jusqu'à 15 000 $, fois 6. Entre 5 et 6, et ça, ce n'est pas uniquement pour le Bénin, c'est de manière globale et mondiale. Les ports de Chine fonctionnent au ralenti, okay. Et les usines ont été ralenties pendant un bout de temps, il y a eu moins de matières premières. Aujourd'hui, les économies se réveillent, les Américains veulent dépenser énormément de biens de consommation, tout le monde, là, les périodes des fêtes arrivent, tout le monde veut faire livrer des jouets de Noël fabriqués en Chine vers les pays où ça consomme. Il y a une grosse congestion au niveau des ports chinois, tous les navires sont en attente, il y a une forte pression sur les lignes maritimes pour ramener les containers, et c'est un peu le jeu de l'offre et de la demande. Quand tout le monde veut un container et qu'il y en a très peu, il y a une surenchère. Il y a cette surenchère qui fait que à 3 000 tout le monde est allé, quelqu'un a proposé 4 000, quelqu'un est allé, et donc ainsi de suite. C'est un cercle vicieux qui aujourd'hui nous pénalise. Je crois que certains consignataires et certaines lignes maritimes ont annoncé là, dernièrement, le gel de la hausse. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Espérons très vite que le flux revienne à un niveau acceptable où on pourra un peu dégonfler cette bulle. Donald de Banuto. Ok, c'est vraiment 2 affaires très distinctes. La première, concernant cette saisie de drogue, la première des choses, c'est que je crois que la justice suit son cours. Okay. Donc là-dessus, je pense qu'il est plus prudent de laisser la justice faire son travail pour aller au bout de cette enquête. D'accord ? Moi, la chose qui me réjouit, c'est qu'aujourd'hui, la drogue est découverte. D'accord ? Il ne faut pas se voiler la face sur le fait que la drogue est un fléau et que l'Afrique de l'Ouest est un point de passage aujourd'hui de prédilection pour de la drogue fabriquée en Amérique latine et à destination des marchés européens. D'accord ?
Okay, quand, avec des systèmes de risque aujourd'hui et d'analyse tels qu'on a en Europe, la drogue ne peut plus aller directement, donc les trafiquants organisent des systèmes via l'Afrique de l'Ouest pour perdre un peu des informations et noyer le poisson comme on dit. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui a été réalisé plutôt par la police et je pense par Interpol et les collaborations internationales qui ont permis la saisie de la drogue et tant mieux parce qu'on ne prend pas de drogue dans notre port. Donc là-dessus, Bénin Control n'a pas participé particulièrement. Sur l'affaire d'Ila Kondji, là aussi, je crois que la justice suit son cours. Donc il y a quand même un point fondamental qui est la présomption d'innocence. D'accord. Donc je me garderai de tout commentaire, si ce n'est que la justice doit et va faire son travail. Encore une fois, s'il y a des malversations, je crois que c'est malheureux, d'accord, mais le fait qu'aujourd'hui les malversations ne soient plus dissimulées, mais qu'elles tombent dans le giron de la justice, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il faut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Okay, je pense que le message il est très clair pour tout le monde, pour tous les acteurs et les opérateurs, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de place pour la fraude. Okay, et avec les systèmes informatisés, tout laisse des traces. Okay, et de plus en plus, les services, et la douane en particulier, s'orientent vers de l'investigation, de l'enquête, de l'a posteriori. Okay, on n'est plus forcément là à l'entrée, mais on va enquêter, on va descendre chez les gens, descendre dans les magasins, descendre dans les commerces, et cette investigation-là, elle emmène des résultats. Quant à Bénin Control, nous n'avons absolument rien à voir là-dedans, nous n'avons pas été cités, et nous ne sommes absolument pas concernés, ni de près ni de loin. Bido Sessi Wanou de l'Économiste. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le DG. Bonjour. Vous avez commencé par développer déjà. Est-ce qu'on peut mieux apprendre sur vos rapports avec l'administration portuaire, le port autonome de Cotonou, le ministère des Finances, la SOBEMAP et puis le guichet unique, les sociétés de transit et de conciliation? Quels sont vos rapports avec tous ces acteurs? Ok, au quotidien. Je vais essayer parce qu'il y a quand même différents acteurs. On va démarrer par le ministère de l'Économie et des Finances. C'est mon ministère de tutelle. Nous sommes une société privée, adjudicatrice d'un marché qui nous a été confié par l'État via le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Infrastructure et des Transports. Donc il y a un comité derrière, technique interministérielle, qui suit l'évolution du programme, qui évalue nos performances, qui évalue nos actions et qui suit notre travail réel. Les relations sont excellentes. On aborde aussi très régulièrement des sujets sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances avec le directeur général des douanes, moi-même et nos collègues, sur des sujets économiques et des ajustements à apporter ou des décisions à prendre de manière à toujours prendre en considération les besoins de chacun. Donc les relations sont constantes, je dirais, et vraiment très bonnes. Ensuite, vous me demandiez nos relations avec le port. L'administration portuaire, déjà j'allais dire la gentillesse, mais elle a aussi le devoir d'accueillir la douane dans ses installations. Donc nous sommes présents au port 24 heures sur 24 pour tout ce qui est scanning des containers. Les relations sont très bonnes. Par exemple, quand nous avons relancé le scanner, nous avions des horaires de l'administration. Et le port nous a appelé, nous a dit, mais attendez, nous travaillons 24 heures sur 24. Si on veut un port compétitif, on doit travailler 24 heures sur 24. Et bien les jours qu'on suivi, nous avons réorganisé notre travail pour travailler 24 heures sur 24. Je vous ai donné l'exemple de cet importateur burkinabé que l'on a réussi à convaincre pour utiliser nos infrastructures. Le port seul n'aurait pas pu le faire. Il a fallu associer tous les partenaires. Moi, je vois très régulièrement les différents responsables du port. Nous avons même, avant la crise Covid, et nous allons reconduire, conduit des missions au sein de l'Interland pour aller voir nos amis et frères du Niger, du Burkina,
le Mali, tous ces pays, le Tchad, qui ont un intérêt dans notre port, nous conduisons des missions conjointes avec l'administration, avec le port, avec Bénin Contrôle, dans le but, vous savez, nous ne sommes plus dans cette situation où nous nous disons les gens n'ont pas le choix, ils n'ont qu'à passer par chez nous. Non, on est en compétition, le monde bouge, nous devons aller chasser les clients, nous devons aller comprendre leurs attentes, comprendre leurs difficultés pour essayer de les résoudre, ok, et prendre en compte leurs besoins. Et c'est très 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 important. Donc avec le port, et puis nous avons un comité autour de toute la plateforme portuaire qui réunit tous les différents acteurs, les terminaux, les commissionnaires en douane, les représentants des importateurs, les représentants de l'Interland, des pays voisins, etc. Et nous nous réunissons périodiquement et nous élaborons des stratégies communes. Donc ça se passe bien. J'oublie peut-être d'autres partenaires. Asobemap. Ok, la Sobemap est un opérateur portuaire comme peuvent être les autres opérateurs portuaires. Donc nous apportons le même service, que vous soyez Sobemap, Bénin Terminal ou Coman, dessus ou APM Terminal. En tout cas, c'est la même considération. Ce qui m'importe, c'est de délivrer un service de qualité. Donc je mesure la performance également auprès de ces terminaux. Et je leur demande d'évaluer la satisfaction qu'ils ont de mes services et de me recommander peut-être des pistes d'amélioration. Pour OCFM, M. Israël. Merci. Monsieur le directeur, dites-nous de façon concrète l'impact de vos services sur l'emploi et les espoirs et vos perspectives à court, moyen et à long terme pour plus impacter sur cette question. On ne vous reçoit pas. Je disais de façon concrète l'impact des services de contrôle sur l'emploi et l'espoir et les perspectives à court, moyen et à long terme. Bon, l'impact, j'ai eu déjà expliqué quel était l'impact sur les recettes, quel était aussi un peu l'impact de nos services par rapport aux usagers. J'ai peut-être oublié de mentionner un point très important, ce sont les OEA, les opérateurs économiques agréés. Excusez-moi pour l'acronyme. Cet acronyme, aujourd'hui, est utilisé par toutes les douanes mondiales. C'est une recommandation de l'OMD. C'est d'agréer un certain nombre d'opérateurs en qui nous avons confiance. Vous savez, le métier de douanier, il est basé en partie sur l'intuition, mais en grande partie sur l'analyse de risque. Quel est le risque que j'ai face à cette importation ou à cet usager? Et donc, les opérateurs économiques agréés, pour nous, il est très important. Nous avons constaté au Bénin qu'il y a plusieurs types d'opérateurs. Il y a ceux qui produisent des faux documents sans la moindre vergogne. D'accord ? Vous parliez d'importation d'alcool où les usagers vont vous dire non, moi sur ma facture, c'est de l'Afrique. Ça, notre boulot, il est forcément d'aller contre ça. Mais à l'inverse, nous avons au Bénin, bien plus qu'on le croit, des opérateurs qui, eux, veulent travailler. Et ces gens-là, il est du devoir de l'administration de les soutenir. Et nous essayons de faire un peu cette passerelle. Nous sommes une société privée qui travaille main dans la main avec l'administration. Donc notre but, c'est d'identifier ces opérateurs économiques agréés et de leur faciliter les opérations d'enlèvement de la marchandise. Je vais prendre un exemple très simple. Notre métier est d'évaluer et de classer des marchandises. Quand un usager vient et me dit « Dans mon conteneur, j'ai 20 télévisions qui valent 200 000 francs chacune. » Je suis obligé, si je ne le connais pas, de lui poser des questions. Quelle est la marque de la télévision? Quelle est la taille de la télévision? Vous savez qu'une télé de cette taille-là et une télé de cette taille-là n'ont pas le même prix. Est-ce que c'est un écran plat? Est-ce que c'est... beaucoup d'informations qu'il est obligé de me fournir avant que je puisse attester son prix. C'est ce qu'on appelle les requêtes. Et ça, c'est source de nombreux échanges entre les usagers et Bénin Contrôle. Puisque moi, je dois donner une information fiable à la douane. Donc cet échange est nécessaire. Maintenant, il y a des opérateurs avec qui, de par leur historique,
de par la qualité des documents qu'ils présentent, okay, mais aussi de par les prestataires avec qui ils travaillent, et ça c'est très important. De par tous ces critères-là, j'ai confiance. Notre objectif est qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider. Et donc, ce système d'opérateurs économiques agréés va nous permettre d'émettre une attestation sur la base de la confiance, sans avoir à aller poser toutes ces questions. Ou plutôt, toutes ces questions que je me pose, il y répondra ultérieurement. Mais il peut déjà sortir sa marchandise. En contrepartie, il s'engage à ce que moi, à tout moment, je puisse aussi venir chez lui pour vérifier et m'assurer que l'attestation que nous aurions émise sur la base de la confiance est en fait bien vérifiée. Et c'est un système gagnant-gagnant. Et les opérateurs apprécient cela. Mais il faut savoir qu'il faut pour cela, je m'adresse à tous les importateurs, il faut travailler avec des personnes fiables. J'ai un opérateur économique de la place très connu qui est venu me voir pour adhérer à ce programme. Le commissionnaire en douane avec lequel il travaillait a un historique chez nous catastrophique. À chaque importation, on constate des faux documents, on constate de la fraude, on constate... Je ne peux pas lui autoriser ce profil, c'est évident, puisque l'importateur va donner ses documents au commissionnaire en douane agréé qui va faire ses formalités. Donc malheureusement, je lui ai dit, écoutez, voilà, je ne peux pas. Mais, in fine, le but est réellement de récompenser les opérateurs fiables. Et ça, c'est un gros travail auquel nous nous engageons. Et c'est sans risque de favoritisme? Aucun. C'est sur la base d'un historique. Nous avons mis en place un historique. Nous avons maintenant un certain nombre d'historiques de scanners. Nous avons également, vous savez, aujourd'hui, nous utilisons aussi l'intelligence artificielle pour vérifier la qualité de vos documents. Vous savez, c'est rigolo, mais en fait, c'est en même temps dramatique. C'est que les documents qu'on reçoit, les faux documents, on peut les croiser avec d'autres documents. Et ce qui est dingue, c'est que vous avez des importateurs qui vous disent si c'est ma vraie facture de ce fournisseur, mais c'est marrant, mais on va voir que ce même fournisseur a vendu à d'autres avec d'autres en-têtes ou d'autres adresses. Je veux dire, je vais pas vous dévoiler un petit peu le nombre d'erreurs classiques que font les fraudeurs, mais dans tous les cas, non, il n'y a pas de risque de favoritisme. Les seuls favorisés ici sont les opérateurs qui n'ont pas de pacte track record avec la douane, donc qui n'ont pas d'antécédents négatifs ou qui ne veulent pas en avoir. Monsieur Israël, votre dernière question. Il y a le deuxième volet de la question qui est de savoir la perspective. Ah oui. Oui. Alors écoutez, je vous disais tout à l'heure que nous sommes également très vigilants sur tout ce qui est innovation. Vous n'êtes pas sans savoir que le port a entamé des grands travaux et est en train de redessiner toute son infrastructure. À ce titre-là, Penal Control va être relocalisé dans une autre zone. Et tout le circuit de circulation des marchandises au sein du port sera modifié. Donc nous sommes en train de voir quels vont être les équipements que nous allons installer sur ce futur site. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut avoir des scanners plus performants, des scanners plus rapides. Comment avoir des systèmes qui s'interfacent le mieux avec les autres. Nous recevons les manifestes depuis le système douanier, nous travaillons avec le GUS, mais le port, par exemple, développe un système informatique, nous allons nous interfacer. Nous allons chercher à nous interfacer avec la plupart des acteurs, parce que l'échange d'informations permet sa vérification rapide et sans faute. D'accord ? Donc nous sommes en tout cas sur le port en train d'envisager des nombreuses innovations qui vont permettre en tout cas de rendre le port plus sûr et plus rapide. C'est la même chose à l'aéroport, d'accord ? Et c'est la même chose sur je dirais, nos différentes activités. Nous sommes en train de mener des réflexions sur la plupart des activités pour voir dans quelle mesure nous pourrions rendre un service meilleur. Monsieur Israël, votre dernière question.
Ok, il y a une dernière question ici. Le gouvernement béninois a annoncé il y a quelques jours la mise en œuvre d'un nouveau système d'opération au port de Cotonou. Quel est votre rapport et que gagne Bénin contrôler ça? Mais c'est une fantastique nouvelle. Nous avons déjà pris attache avec les équipes techniques du port, donc c'est un système informatique. Encore une fois, notre directeur informatique a pris les devants pour ensuite aller échanger avec le directeur d'informatique du port. Okay. Le projet nous a été expliqué, nous l'avons compris. Nous avons demandé au port quelles sont les informations dont il pourrait avoir besoin. Vous savez que nous avons des informations sur les containers, la marchandise, sur les camions que nous traquons. Donc il y a des informations qui intéressent le port. Nous allons leur mettre à disposition. Gratuitement, nous avons intérêt à ce que l'information circule. Et à l'inverse, nous leur avons également demandé quelles étaient les informations qu'eux auraient et qui pourraient nous intéresser. Donc le but, c'est de s'interfacer. Et le but, c'est pas d'interfacer uniquement le port et Bénin Contrôle, mais d'interfacer réellement tous les acteurs. J'ai une dernière question pour vous. Dites-moi, vu que le contexte politique au Bénin est ce qu'il est, dans la sous-région aujourd'hui aussi, quel dispositif avez-vous mis en place pour ne plus trop subir les assauts de fermeture de frontières, ça et là, qui ne préviennent pas? Bon, tout d'abord, je pense qu'il y a des dispositions que l'État a pu prendre. Des dispositions étaient prises de telle sorte que nous ne soyons plus dépendants De ça. de ça. Et c'est un peu la théorie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On mettait tous nos œufs dans le même panier, si le panier tombe, vous perdez les œufs. Donc le but, je crois que ça, c'est l'État qui a réellement mis en place des mesures. Je lis la presse, je vous lis. J'ai lu qu'une société WebHelp venait s'implanter avec la création de nombreux emplois. Je vois donc la zone de Golojik Bay qui est en train d'arriver. Je lis tous ces grands projets d'infrastructure qui ne cessent d'arriver. Vous savez, c'est réellement pour moi une joie de vivre le Bénin pendant cette période. Okay, parce qu'il se passe de grandes choses et d'être acteur à notre humble et petit niveau de toutes ces grandes choses, c'est une fierté. Nous amenons notre modeste pierre à cet édifice que nous voyons se construire au jour le jour et nous en réjouissons. Nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que ça aille plus vite. Mais aujourd'hui, le Nigeria n'a pas complètement réouvert ses frontières. Pas complètement. Aujourd'hui, le Nigeria dit, ok, si vous voulez exporter ou faire transiter des produits vers mon pays, vous devez les recevoir conteneurisés au port et nous les transférer conteneurisés jusqu'à Sémé-Craqué, Sémé-Bordeaux. Okay. C'est le seul moyen aujourd'hui de faire entrer de la marchandise au Nigeria. Et quelque part, c'est très bien. Bien sûr que ça a apporté un coup à notre économie, mais voyons les choses telles qu'elles sont. Le Nigeria souhaite aussi sécuriser ses recettes douanières, et ils ont besoin de faciliter les contrôles. Ça me semble tout à fait normal. Et aujourd'hui, quelle est l'opportunité? Notre réflexion, elle ne doit pas être de nous lamenter, de nous dire « Oh mon Dieu, mon Dieu ». Non. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle est l'opportunité qui découle de cette situation? Et là, pour moi, l'opportunité, elle est très grande. Les ports du Nigeria sont congestionnés. Dites-vous bien que pour sortir un container du port, juste pour envoyer un camion et le ramener, au Nigeria, c'est au moins $2 000. Juste pour envoyer un camion dans le port, vous ramenez votre container. Les ports sont congestionnés. Du coup, tous les navires, je vous expliquais tout à l'heure, qui sont attendus en Chine, arrivent dans la zone ouest africaine et déposent des containers dans les ports voisins. Au Congo, au Togo, également au Bénin. On a des containers qui sont transbordés ici pour que les navires repartent. L'opportunité, c'est comment est-ce que nous faisons pour que ces containers, plutôt que de reprendre la mer pour aller faire la queue dans les ports du Nigeria, comment nous faisons pour que ces containers utilisent notre corridor, sortent par notre port, par notre péage, par notre frontière de Craqué, et qu'ils aillent directement livrer
les opérateurs économiques de Lagos, ou Badagry, ou je ne sais quoi. C'est une formidable opportunité. Je crois que c'est là-dessus que nous devons travailler. Nous sommes au terme de cet entretien. Votre mot de fin et aussi, dites-nous, profitez-en pour nous dire si, par l'impact de votre travail à Bénin Contrôle SA, nous sommes en bonne voie de devenir d'avoir un port autonome de Cotonou très très compétitif. Très bien. Bah, écoutez, par rapport au port, oui, je crois qu'on a aujourd'hui des réformes qui sont en partie, pas toutes, mais il y a en tout cas de grandes réformes autour du port et de la plateforme portuaire. Attention, le port, c'est pas uniquement le port autonome de Cotonou et le partenariat avec Anvers. C'est également les acteurs, Sambemap, CNCB, Contrôle, Douane, Bus, Ségur, Wafotel. On est aujourd'hui, les réformes ont réellement comme objectif d'avoir un port compétitif et performant, et d'éviter les déperditions de recettes ou les surcoûts additionnels inutiles. Donc ça, là-dessus, je crois que la direction est très clairement la bonne. Maintenant, puisque vous me donnez l'opportunité de conclure, il y a un point qui n'a pas été abordé. Je vais profiter des médias pour saluer et remercier le directeur général des douanes sortant, le Dr Charles Moussa Sakaboko, qui a, pendant 4-5 ans, dirigé la douane et que nous avons accompagné, et qui a mis en place de nombreuses réformes. Il a été amené à servir d'autres fonctions au niveau du ministère de l'économie et des finances, et il est extrêmement satisfait du travail qu'il a fait, et je suis extrêmement satisfait d'avoir travaillé à ses côtés. Maintenant, je voulais rappeler à ceux qui n'ont pas compris que l'État a pris un décret portant attribution, organisation des fonctions de la douane, et aujourd'hui peut nommer des agents de la douane, des douaniers, mais également des personnes issues du civil, sous réserve qu'ils aient les compétences. Et ça a un petit peu fait réagir certains. Pour moi, c'est juste une bonne nouvelle. Ce décret n'est qu'une excellente nouvelle. Dans tous les pays avec des douanes performantes, la douane a la possibilité d'attirer des talents, que ce soit du privé ou de la fonction publique, qui ne sont pas douaniers. En France, par exemple, la directrice générale des douanes a fait X, une école, et dirige aujourd'hui la douane, je veux dire. Et là-dessus, donc, nous avons accueilli avec extrêmement de joie M. Alain Ekati, qui est notre nouveau directeur général des douanes, et à qui nous assurons une parfaite collaboration. Nous sommes très heureux de sa nomination, nous sommes très heureux du travail qui a été fait avec au sein des douanes, et nous espérons avec le nouveau aller encore plus loin et encore plus haut. C'est un passage de témoin dans une continuité, et en tout cas c'est tout à fait légal, ça va réellement dans le bon sens des réformes, c'est une fantastique opportunité qui nous est donnée, on a du sang neuf, des compétences, et c'est réellement ce qu'il faut que nous recherchions. Donc en tout cas, soyez-en assurés, les réformes vont continuer, elles vont continuer bon train, et les résultats que vous pouvez d'ores et déjà constater à droite à gauche ne vont cesser d'apparaître. Merci, directeur. Merci à toutes et à tous. Gwendal Ezin, vous êtes directeur général de Bénin Contrôle SA. Vous professez pour la performance et l'innovation, pour également une économie plus compétitive au Bénin grâce aux réformes fortes du gouvernement de Patrice Talon. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup.